Bonjour et bienvenue sur Kunafoni.com, votre web TV citoyenne pour les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, dans l'émission à l'écoute des candidats, nous recevons l'honorable Adama Kani. Bonjour, l'honorable. Bonjour. Dites-nous, qui est Adama Kani? Qui est Adama Kani? D'abord, humblement citoyen malien qui jouit de ses droits civiques et citoyen engagé. Avant d'être député, Adama Kani fut entrepreneur, d'autant que je ne suis pas fonctionnaire, je ne travaille pas pour l'État malien. Je suis contribuable comme toi, qui paie ses impôts et taxes. Je suis professionnel libéral. J'ai un cabinet d'expertise comptable. Et de ce fait, j'ai eu à parcourir notre sous-région. J'ai eu à travailler auprès des entreprises maliennes, en collaboration avec l'État malien dans des projets qui reçoivent des financements étrangers. Et depuis 2013, je suis élu national. Ce qui m'a permis de travailler et de parler au nom du peuple malien, dans notre hémicycle. Et voilà, si tu demandes à Adama Kani pour d'autres qualités ou d'autres qualificatifs, je préfère laisser ça à une autre personne qu'à moi-même. Ok. D'accord. Pour l'élection du 29 juillet, pourquoi vous êtes candidat? Ça remonte loin. Vous savez, notre pays traverse une crise profonde, une crise multiforme, qu'on va peut-être égrener quelques points, mais on finira jamais d'égrener tous les points que notre pays, on peut compter aujourd'hui comme faisant partie de la crise. Elle a sa source lointaine, dont la source fondamentale est la gouvernance. Et je le disais tantôt que je ne suis pas fonctionnaire, donc je travaille entrepreneur. Nous avons tous été ébranlés en 2012 par la crise soudaine que notre pays a connue, qui a porté atteinte à notre intégrité territoriale. Ceci nous a émus, nous a touchés et a éveillé en nous notre sens du patriotisme. Chacun à sa façon s'est engagé pour la cause de la nation, pour la cause du Mali. J'ai choisi la voie de l'engagement public, donc politique, qui m'amène à être élu député. Au cours de 5 ans de législature, j'ai encore connu davantage mon pays, notamment dans les rapports entre citoyens et État, dans les rapports entre le dévouement des dirigeants auxquels les populations s'attendent et que je n'ai malheureusement pas constaté à suffisance. Et dans la vie de chaque nation, il y a des étapes. Nous avons connu la démocratie en 1991. Il y a 26 ans d'exercice de la démocratie. Les premiers acteurs, à mon avis, sont arrivés avec enthousiasme. Vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas une matière qui ne finisse pas. Ceux-ci ont fait leur temps. Ce qu'ils ont pu faire comme bien les Maliens les en félicitent. Ce qui n'ont pas pu marcher, on doit tirer profit, tirer expérience de leurs erreurs et bâtir une nouvelle nation d'espoir. Et que ceci ne peut être incarné que par une génération future, par d'autres personnes qui prennent le relais. Acceptons également que la vie est un relais et qu'on ne peut pas se perpétuer jusqu'à un terme qui est inévitable et qu'à un moment donné, il faut accepter qu'il y a une rupture entre votre compétence, entre votre manière de gouverner avec les aspirations profondes des populations. Et c'est devant ces constats, pour ne pas dire d'échec, non, mais devant ces constats de caducité, d'espoir que les populations peuvent avoir de la classe politique depuis 26 ans, qui sont des raisons qui d'ailleurs motivent la plupart des candidats, y compris moi,
pour montrer un nouveau chemin, une nouvelle alternative à nos compatriotes qui m'a amené à être candidat. Okay. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord, vous avez évoqué un moment de la génération future. Donc ça, c'est surtout sur les jeunes qu'il faut miser. Donc là, dans les statistiques, il ressort que les jeunes représentent aujourd'hui plus de 65% de la population. Donc, quand vous serez président, quel projet vous allez porter pour ces jeunes? Vous allez rapidement, 65% des jeunes, oui, il y a encore là toute une tranche d'âge. Une nouvelle génération n'est pas forcément jeune, il y a un courant de transmission, une courroie de transmission. Et cette courroie de transmission, je pense que nous sommes aujourd'hui ceux qui incarnent cette courroie de transmission, qui feront le pont entre ce qui a été fait et baliser un futur pour la jeunesse actuelle, dont certains peuvent être acteurs, d'autres sont dans la phase d'apprentissage, de formation, d'éducation, et que tout cela, il faut prendre en compte. La première des choses, c'est regrettable que tout ce que le monde cherche aujourd'hui, c'est d'avoir une ressource humaine jeune, une ressource humaine utilisable. Et quand on s'imagine que nous en avons en suffisance, et nous en avons même en abondance, et nous en avons même en excès, et qu'on manque d'habilité de pouvoir l'utiliser judicieusement avec les ressources adéquates pour produire. Et aujourd'hui, cette jeunesse constitue un atout. Un atout, en même temps, un défi qu'il faut leur offrir des opportunités. Un atout, c'est un capital humain qui a certes des tares liées à la formation, mais qui peut être modulé, réformaté, requalifié pour les rendre productifs et pour les mettre à la disposition d'un marché du travail universel dans notre pays d'abord, et pour ceux qui le souhaitent ou bien qui seraient tentés à aller ailleurs, pour qu'ils aient les compétences nécessaires, les compétences dont le monde a besoin pour pouvoir se hisser là où tout homme digne a besoin d'être. Donc la jeunesse est au cœur de du futur Mali. Ce n'est même pas démagogie que je dirais au cœur de mon action, parce que je ne vois pas quelqu'un aujourd'hui qui puisse occulter cette question. La jeunesse est le futur du Mali. Et quand vous voulez diriger ce pays, ceci doit faire partie de vos priorités et du cœur de votre programme. Alors vous me direz comment. Je parlais d'un capital humain peut-être qui a une manque de formation, qui a des fois des défauts de formation qu'il faut corriger. Et notre premier objectif, c'est d'abord stabiliser le pays dans une crise. Personne ne viendra dans un pays instable, mais c'est ce que pour visiter, à plus forte raison pour faire des investissements. Or, quand on parle de la jeunesse, il faut produire, il faut des emplois. Et quand il faut des emplois, ce n'est pas l'État qui soit capable de créer le maximum d'emplois. C'est le secteur privé, c'est le secteur productif qui crée des emplois. Et comme je suis entrepreneur, je sais de quoi je suis en train de dire. Et nous allons rallier la formation, la qualification selon les besoins des entreprises qui cherchent des qualifications sur le marché. Notre pays ne s'est jamais donné ce chemin. Notre pays ne s'est jamais donné ce schéma. Notre formation a été depuis l'indépendance comme si les écoles étaient uniquement destinées à former les personnes qui devaient aller travailler dans l'administration publique. Exactement. Sur ce point, il y a 200 000 jeunes diplômés chaque année selon l'Institut national de la statistique depuis 2016. Donc, pensez-vous que ce système éducatif est-il en adéquation avec notre marché de l'emploi? C'est moi qui ai ouvert la question. Je dis que malheureusement, notre État, notre gouvernance n'a jamais su orienter la formation sur le besoin du marché du travail.
sûrement qu'ils n'en connaissent, qu'ils n'en sont pas très souciants ou qui ne sont pas très conscients ou qui ne sont pas suffisamment informés là-dessus. En raison même du peu de rapprochement avec le monde du travail et le monde de l'entreprise et du monde productif. Et je disais que je suis de ce monde, donc je connais les besoins des entreprises. Et des 100 000 jeunes qui sortent chaque année, je mettrai cette statistique-là en relief. Ce sont des chiffres dont la source est gouvernementale. Il faut toujours les prendre avec précaution. Mais tout le monde est conscient que le nombre de jeunes diplômés qui sortent, quel que soit l'effectif, peut trouver, seule une petite proportion trouve un emploi, pour ne même pas dire que même pas d'emploi pour une minorité. Et donc ceci est crucial. La première des choses, il faudrait, pour ceux qui sont déjà formés, chercher, pour ceux qui peuvent encore être requalifiés, leur donner l'opportunité de faire une formation technique professionnelle des métiers, sur lequel ce système fait partie de notre programme et est notre programme prioritaire dès la première année de notre prise de pouvoir, si cela devait se faire. Par quoi? En créant des instituts de formation professionnelle technique où on ne sort pas avec un certificat seulement des métiers, mais avec la certification de connaître un métier. Donc on ne sort pas avec un diplôme, en soit disant que je sais faire ça, alors que tu ne sais pas le faire. En quelque sorte, c'est comme une formation alternée entre la théorie et la pratique, avec beaucoup plus, comme il s'agit de formation technique et métier, avec beaucoup plus d'accent sur le métier. Celui qui fait l'électricité, il ne le lira pas sur le papier, il le fera sa main dedans avec les outils qu'il faut pour les normes standards actuelles. Celui qui fera plomberie, maçonnerie, celui qui fera hôtel et restauration, celui qui fera tourisme, celui qui fera n'importe quel autre métier. Et le secteur informel? J'en arrive. Que ce soit dans les industries, que ce soit dans la mécanique auto, que ce soit dans la menuiserie métallique ou dans la menuiserie bois, aucun pan de l'économie, aucun secteur de l'économie ne sera laissé. Nous ne pouvons plus continuer à être les derniers en termes de normes de qualité dans le monde, encore dans notre pays, dans notre sous-région. Acceptons la vérité en face. Et pour en sortir, l'État devait en être le catalyseur. Il a le devoir d'en être le catalyseur et d'orienter les citoyens vers des formations qui peuvent les rendre compétitifs au niveau mondial. Les femmes aujourd'hui représentent plus de 50% de la population. Quels sont vos projets envers cette tranche de la population? Les femmes sont une frange importante de notre population. Évitons de trop segmenter notre population. D'abord, le tabou genre, heureusement, est tombé. On ne peut plus faire référence à ça c'est masculin, ça c'est féminin. L'histoire nous a montré que tout métier que peut faire un homme, l'autre sexe est capable de le faire. Et donc les soutiens seront pareils. Je ne me suis pas trop apaisanti là-dessus, mais vous me diriez, oui, j'ai parlé de formation, j'ai parlé d'encadrement des jeunes, leur intégration en termes d'entrepreneurs, cette jeunesse est identique aux femmes aujourd'hui et à nos jeunes filles également, aux jeunes dames qui aspirent à être entrepreneurs. Et donc, nous savons tous que un des problèmes d'entrepreneurs aujourd'hui au Mali, c'est le financement. Et sans démagogie, l'État doit nécessairement, dans le contexte actuel d'absence de financement des entreprises dans notre pays, créer un fonds public d'investissement, je dirais une banque publique d'investissement. Et cette banque publique d'investissement est indispensable pour le soutien aux activités, à l'entrepreneuriat jeune, femmes comme hommes, donc tout genre confondu, mais à partir d'un certain âge, qui sont capables encore de s'aventurer à la recherche d'auto-emploi, qui acceptent prendre le risque de gagner de l'argent ou d'éventuellement d'en perdre, mais qui seraient entrepreneurs. Et comme quand vous voulez entreprendre, c'est la réunion de deux capitaux,
un humain et le second financier ou matériel. Et le matériel, il ne peut être acquis que financièrement. Dans notre programme, nous avons des gros moyens que l'État va déployer. Nous en avons les capacités et nous en avons la possibilité. Il suffit tout simplement de réduire les terrains de vie de l'État, d'éviter toutes ces déperditions de ressources publiques inutiles. Il s'agit de lutter contre la corruption, contre le gaspillage des ressources publiques pour les affecter à cette tâche noble qui consiste non seulement à aider les hommes, à créer des entreprises, à créer des entrepreneurs, à financer l'investissement intérieur pour une production intérieure, pour une production qui puisse couvrir les besoins vitaux minimaux du pays. Okay. Le Mali subit une crise sans précédent depuis un moment. Qu'envisagez-vous pour la situation sécuritaire au Mali? La situation sécuritaire a trois volets. Un premier que nous avons assisté, nous avons subi une agression externe venant des milices, venant des mercenaires. Certains sont certes des nôtres, mais ils sont appuyés par d'autres qui viennent d'autres pays. Et jusqu'à présent, ce sont ces mêmes personnes, ces mêmes groupes qui opèrent sur notre territoire. Notre armée, malheureusement, qui n'a pas été outillée des années durant, ou qui n'a pas été mise à point des années durant, ne pouvait pas contenir cet assaut. Et il est du devoir de tout nouveau président de remettre cet outil, éviter toute démagogie qui consiste à parler dans les médias. Nous avons acheté ça, nous avons acheté ça, pour que ça soit concret, que ça soit vu, qu'on puisse voir l'action qui est le résultat de l'acquisition. L'acquisition ne doit pas ne pas avoir de résultats. Si on a acquis, on devait savoir constater exactement le résultat sur le terrain, ce que nous ne voyons pas pour l'instant. Alors donc, je reviens à remettre à niveau cette armée et remettre à niveau cet outil de défense aussi bien en ressources humaines qu'en moyens logistiques. Deuxième, la porosité de notre État, la faiblesse de l'État et l'absence d'État dans certaines zones a instauré une certaine guérilla d'individus qui profitent de l'absence de l'État pour s'aimer la terreur parmi les populations, parce que l'argent facile ayant été roi dans les capitales, l'argent facile attirant plus de populations parce que c'est le chemin le plus raccourci. Alors donc il ne fallait pas s'étonner que cela puisse arriver à tous les niveaux. Nous avons malheureusement des poches d'insécurité liées à des individus qui ne cherchent qu'à s'attaquer à des paisibles citoyens pour dérober leurs biens, pour leur soustraire leurs biens. Alors, donc ça, c'est la sécurité intérieure. Et cela doit être maîtrisé par nos forces intérieures de sécurité en privilégiant leur renseignement pour que, avant que ces personnes n'agissent, l'État ou les forces de sécurité puissent les prendre au dépourvu ou agir en amont. Et ceci m'amène rapidement à parler de l'organisation actuelle de notre système de renseignement. Nous savons tous que c'est la sécurité d'État qui est le service de renseignement par essence de l'État. Les différents services, même si certains services de défense de sécurité ont leur propre renseignement interne, mais la sécurité d'État. Et cette sécurité d'État s'emploie beaucoup plus à assurer la sécurité d'un chef d'État qu'à assurer la sécurité même du pays, et à espionner les adversaires politiques du président plutôt qu'à s'occuper du renseignement pour sécuriser les citoyens, pour sécuriser la cohésion sociale. Et donc, nous allons indéniablement, il faut réorganiser ces services pour qu'ils s'occupent des renseignements qui couvrent notre territoire avec, certes, nous n'avons pas les moyens sophistiqués comme les grandes nations, mais s'il le faut, l'État doit être en mesure de faire des investissements à la hauteur du risque que nous encourons pour que les renseignements puissent être pris et que l'action puisse être spontanée et en anticipation du comportement de ces personnes belliqueuses.
Okay, Et le troisième que je voulais dire, c'est malheureusement quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans notre pays qui est en train de prendre cours. C'est les guerres entre les communautés. Quand on constate des communautés qui s'affrontent, c'est regrettable et c'est inacceptable dans notre pays. Au-delà de la défaillance de l'État, ça montre également la défaillance de certaines valeurs sociétales. Et qu'il faudrait faire revivre, qu'il faudrait faire renaître. Moi, je suis d'office acquis à créer, lorsque je serai président de la République, un conseil présidentiel de la société civile qui regroupe les forces vives de la nation, certaines catégories de forces vives de la nation, permettant d'amortir, de créer cette cohésion sociale et qui va être un outil efficace pour encore revitaliser les rapports sociaux et donner plus de valeur à nos chefs coutumiers, nos chefs de village, nos chefs traditionnels, nos chefs religieux qui puissent travailler dans ce domaine afin que les personnes puissent s'aimer entre eux, afin que ces désastres qui est venu entre nos communautés puissent ne pas prospérer et ne plus jamais se produire puisque ça ne s'est jamais produit. Je pense qu'ils ont profité d'absence de l'État, d'organisation dans ce domaine, ou l'absence d'écoute de l'État par rapport à ces catégories sociales qui ont tout le temps eu leur rôle important à jouer dans notre pays. Voilà sur ce point que je voulais dire. Ok, maintenant parlons du secteur de la santé qui est une préoccupation majeure, donc qui n'est pas en marche. Donc, que comptez-vous faire en ce sens? Vous savez, quand vous parlez du secteur de la santé, tous les secteurs du Mali sont peut-être en mal. S'ils sont en mal, par exemple, par une gouvernance. Nous avons toujours eu une gouvernance qui a fait une bourgeoisie administrative, une certaine élite administrative qui ont considéré comme si l'État était un symbole, comme si occuper une fonction n'était qu'une formalité d'un signe extérieur hiérarchique. Nous devons sortir de cette logique. Je me posez la question, nous devons sortir de ces systèmes. Vous me posez la question sur la santé, quand nous serions dans l'éducation, ça serait pareil, quand nous allons dans la justice, ça serait pareil. Alors, donc, on ne va pas créer ou bien chercher en disant que nous n'avons pas les moyens. Nous avons déjà des ressources qui sont mal utilisées ou qui sont dilapidées ou qui sont noyées dans la bureaucratie. Et ces ressources doivent pouvoir être captées, être investies en ce qui apporte du soin aux personnes. Et les ressources humaines, ça, il ne faut pas seulement se limiter à des infrastructures, à des plateaux techniques. Au-delà des investissements en infrastructures et en plateaux techniques, il y a les hommes qui sont là, qui, sans ceci, les investissements en infrastructures et les plateaux techniques ne peuvent pas ne seul soigner les patients. Il faudrait qu'il y ait un système de contrôle, un système de management des ressources humaines efficace qui permet à chacun de faire son travail correctement, sans complaisance et que le seul souci qui anime, c'est le bien-être des Maliens. Et que le seul souci qui anime, j'ai une responsabilité à assumer. Tu ne peux pas l'assumer, tu cèdes. Il y a beaucoup d'autres Maliens qui sont là, qui sont capables de faire ou qui seraient tout volontiers prêts à le faire et en restant conformes à ce qu'ils doivent faire et à ce qu'ils doivent gagner comme rémunération. Donc ce serait aberrant que des gens soient payés par l'État et qu'ils acceptent de payer et qu'ils refusent de faire leur travail correctement, les choses que nous entendons dans les hôpitaux. Quand vous venez, vous savez, vous n'êtes pas bien pris en charge, il y a une discipline, il y a une forme de corruption passive qui est installée même au niveau de traitement, indépendamment des moyens logistiques et des moyens en termes de médicaments. Voilà, c'est tout ceci qu'il faut, qu'une bonne gouvernance bien réglée, parce qu'aujourd'hui, nous avons, chaque service est transformé en entreprise pour son occupant. Il faudrait arrêter. L'État, c'est un service à pourvoir aux populations, et non pas que les occupants de ces services l'utilisent à des fins personnelles et le transforment en service d'entrepreneuriat interne. Donc, ici, là, malheureusement, dans beaucoup de services, y compris dans les hôpitaux, qu'il faut combattre. D'accord. Quelle solution proposeriez-vous pour la croissance économique?
La croissance économique, votre première question n'est pas en prend une partie. Quand je parle du fonds d'investissement public, donc une banque publique, en mettant de l'argent au profit des entrepreneurs, c'est pour une croissance. Cet argent, c'est pour financer des entreprises. Si c'est pour financer des entreprises, peu importe le type de financement, dès lors qu'une entreprise reçoit de financement, que ça finance du long terme ou du court terme, on doit s'attendre à une croissance, on doit s'attendre à une augmentation de production. Et maintenant, il faut se poser la question, très souvent, ce qu'on ne pose pas, parce qu'on est en train de crier ici 6% de croissance. Certains, dans d'autres pays, même pas loin de chez nous, se sont targués d'avoir 2 points de chiffre de croissance. Mais en réalité, ce sont des croissances qui rarement ont profité aux populations. Donc, si nous avions déjà 6% de croissance et que des pays qui n'ont même pas 2% de croissance, des pays les plus développés, leur population se trouve beaucoup plus dans des conditions de vie meilleures que les nôtres. Donc, il y a un problème de répartition de la croissance. Donc, c'est beaucoup plus la répartition de la croissance qui va influer sur le niveau de vie des populations que la croissance en elle-même qui existe et qu'on doit soutenir et qu'on peut encore augmenter. Et maintenant, tout ça en se prenant garde que ça ne touche que seulement les infrastructures publiques et que ça touche la production depuis l'agriculture, depuis l'élevage, depuis l'artisanat, depuis les métiers de chaque citoyen pour que chaque citoyen puisse tirer un revenu qui, dans la croissance, lui permet de tirer sa part dans cette croissance et de s'épanouir et d'avoir un niveau de développement à la hauteur de cette croissance. Pour finir, cette présidentielle s'annonce comme l'une des élections les plus sensibles que le Mali ait connues. Quel engagement pouvez-vous prendre en tant que leader politique pour rendre ces élections libres, apaisées? Je suis démocrate. Je respecte le verdict des urnes. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que je suis citoyen, comme toi tu es citoyen. Nos populations ont envie que le résultat des votes reflète leur vie quotidienne, leur état moral quotidien, leur opinion quotidienne. Et cela n'est pas de mon ressort, c'est le ressort de ceux qui organisent les élections, qui est le gouvernement. C'est le gouvernement qui peut garantir la transparence. Et que ce soit des élections sensibles, hypersensibles ou moins sensibles, seul le gouvernement a la clé de cette sensibilité en le rendant le mieux transparent que possible. Quand c'est transparent, les populations ne cherchent absolument rien que la transparence et la vérité. Les populations savent qu'est-ce qu'ils veulent en majorité. Lorsqu'un résultat est contesté par les populations, ça veut dire que ce n'est pas leur voix. Si c'est leur voix, ils ne contestent pas. Mais si une minorité peut dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais si une majorité conteste, ça veut dire que ce n'est pas leur voix. Non, si moi je conteste et que toi, X, Y, ne conteste pas, ça veut dire que vous êtes d'accord, ça veut dire que vous êtes voté pour ces résultats. Mais si une majorité conteste un résultat, ça veut dire que ce n'est pas leur vote. Alors évitons que le vote ne reflète pas la sensibilité des populations. Et seul le gouvernement a cette clé. Quant à moi, je suis candidat et je suis démocrate, je respecte le verdict des urnes. Mon pays est le plus important pour moi, pour que je lui souhaite rien de mal au monde, que je ne peux que œuvrer pour son bien, sa prospérité et la sauvegarde de la cohésion sociale et de son image. Alors, vous posez la question à l'État, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est à lui de vous répondre. Merci honorable. Merci téléspectateurs de nous avoir suivis. Et ça continue sur konafoni.com. Bye.